Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. Ce soir, on parle encore des femmes, on a encore pour un moment, et je crois qu'on en aura pour toute l'année, puisque c'est un sujet qui est passionnant, et je pense qu'il faudra aussi se dire que nous sommes là pour essayer de voir comment remettre les choses à leur place. Bonsoir Aline Murin. Bonsoir. La femme n'est pas à sa place. Pas encore. Pas encore. Mais elle a toute sa place. Et elle doit prendre sa place. Et c'est un combat qui a commencé, je dirais, il y a au moins 10 000 ans et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que à chaque fois qu'on voit, l'homme a toujours tout fait pour que la femme soit à des postes marginaux. Et pourtant, la femme qui est pour moi l'égale de l'homme, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Le sexe, encore heureux. Mais... Non, il y a quelque chose de très simple en fait. Moi, j'ai toujours dit, physiologiquement, la femme est supérieure à l'homme. Ben déjà... c'est quelque chose qui est vrai. Si tu m'emmènes sur ce terrain-là, je dirais que déjà nous enfantons. Et ça, c'est un moment important. C'est un moment que quand on a vécu ce que c'est porter un enfant, porter la vie, toute cette énergie, toute cette joie, toutes ces peines, ces souffrances, oui, nous sommes différents. Et comment l'homme... Différents. Pourquoi l'homme a fini par croire que même s'il sort du ventre d'une femme, il est quand même supérieur à cette femme? Son ego, ou peut-être parce qu'il connaît justement la puissance de la femme. Il connaît la force que la femme a. Nous, les femmes, en tout cas, moi, c'est ce que je suis dans ce schéma-là, nous sommes dans une franchise. Nous sommes dans une honnêteté. Nous portons une lumière forte, c'est-à-dire celle qui dit les choses, celle qui fait les choses, celle qui reconnaît que nous portons une certaine force. Je dirais, nous sommes puissantes. Et ça, c'est peut-être ça qui fait peur aux hommes. Et quand on voit au fil de l'histoire comment l'homme va faire en sorte de toujours, j'allais dire, réduire la femme à une place accessoire, lui prendre la place prépondérante ou importante, là, ça a été un combat. Juste pour se rappeler la rencontre entre Cléopâtre et Jules César. Exactement. Une femme qui doit se soumettre à un homme. Là, c'est pas la chef de l'Égypte face au chef de Rome. C'est vraiment une femme, un homme. Et c'était de ne pas se soumettre à cet homme. Et ce combat-là a été perpétuel. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Oh, ça, c'est pas... je suis dans le sens symbolique, c'est-à-dire l'homme sans la femme, il est nu. Il est nu dans tous les sens du terme. Quelqu'un disait que l'homme sans la femme est une coquille vide. L'homme sans la femme est une coquille vide, oui. La femme, et tu venais sur l'Afrique, l'Afrique est le continent qui montre la place forte que les femmes ont. Alors, je l'ai dit dans une émission précédente, je vais le redire là, l'homme dépose sa semence, la femme enfante, et c'est la femme et la tribu qui va éduquer cet enfant, qui va élever cet enfant. L'homme n'y prend pratiquement pas part. Un peu comme chez les animaux, où pendant la période de procréation, l'homme dépose, et puis, enfin, le mâle dépose sa semence, et puis s'en va. C'est la femelle qui élève, tout à l'heure, quelqu'un me disait, la lionne élève ses petits. On n'a qu'à regarder les animaux, hein. Je veux dire, un chat, la maman chat qui s'occupe de ses petits, en créole, il dit « Oh, un poule, il largue pas son petit ». Ça veut tout dire, cette expression. On n'a qu'à regarder les poussins qui sont sous la protection, sous l'aile de la maman poule. Si, la femme, elle a cette capacité, justement, d'engranger toute cette force, toute cette sagesse. Et encore une fois, nous faisons peur. Et alors que, justement, on doit être dans une complémentarité, en symbiose, en harmonie. Oui, c'est parce que l'homme a eu peur qu'elle a fait en sorte que la femme soit réduite à des postes accessoires, et non pas, quand on regarde dans certaines religions, comment on a réduit la place de la femme, les postes, on voit que l'homme a tout fait pour que la femme ne soit pas au moins à son niveau. Ben, on a un exemple bien simple dans la Révolution française. On est en France, là. On est en 1789. Ouais.
comment on a mis en silence, pour pas dire qu'on a fait passer sous la guillotine, des femmes qui ont construit déjà le mouvement féministe. Ouais. Je ne cite qu'Olympe de Gouges, qui a eu le courage de dire nous les femmes, nous sommes, si nous passons sous l'échafaud, nous sommes capables aussi d'avoir notre poste dans les assemblées. Donc, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé pour Olympe de Gouges? On l'a guillotinée. Pourquoi on l'a guillotinée? Déjà parce qu'elle a eu, c'est une des femmes qui a combattu l'esclavage. Et ça faisait peur. Ça faisait peur à tous ces hommes de l'époque. Comment elle peut oser dire cela? Comment elle peut déjà être humaniste? Donc la femme, là je suis en 1789, mais je remonte, comme tu l'as dit, depuis des millénaires. La femme a toujours eu cette posture de faire régner la bienveillance, de faire veiller le bien, l'harmonie. Et puis il y a cet auteur, George Sand, qui va sortir La Mare au diable, entre autres. Exactement. Et qui est en fait Aurore Dupin, qui va, pour pouvoir éditer son ouvrage, devra avoir le nom d'un homme. Exact. On voit la difficulté pour la femme d'être une femme dans ce monde-là. C'est toute la difficulté, moi je peux en parler, que souvent, hélas, on n'a pas le choix de prendre une autre posture. Oui, d'être virago, c'est-à-dire d'avoir un peu cette posture masculine pour pouvoir faire affirmer ou bien faire valoir ses idées. Alors qu'en fait, nous devons rester nous-mêmes. Et quand on regarde le parcours de Marie Curie, qui va quitter la Pologne, qui va épouser un Français, donc elle va être nationalisée française, on voit son parcours, tout ce qu'elle a apporté. Après la mort de son mari, elle va continuer, elle va obtenir 2 prix Nobel, je crois. Exactement. Et on voit comment la femme peut, et j'allais dire, existe dans une dimension incroyable aussi. Combien d'années il a fallu attendre pour que nous ayons les droits de vote en France? Combien d'années il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'il y ait une parité sur une liste? C'est grâce aux lois de gauche, aux lois des socialistes. Exactement. Ouais. Combien d'années il a fallu attendre pour reconnaître l'IVG? On en parle encore là, en ce moment. L'IVG, c'est en 73. Avec Simone Veil. Avec Simone Veil. Et il faut savoir que ce n'est pas son camp politique qui a voté pour cette loi, mais c'est le camp opposé qui lui a permis de voter cette loi. La gauche a voté cette loi. On était encore toujours cette influence judéo-chrétienne et elle a dû avoir recours donc à la gauche pour que sa loi passe. Et paradoxalement, c'est dans cette semaine de journée internationale des droits des femmes que la France inscrit dans la Constitution l'IVG. Il y a un homme politique, je peux le citer, parmi tant d'autres, Jacques Chirac, qui dit « Ma femme est un homme politique ». Ouais. C'est pas mal, c'est bien dit ça. Si tous les hommes politiques pouvaient dire ainsi, je pense que le monde serait différent aujourd'hui. Et ça montre aussi une faille. Ça veut dire que pour exister, une femme doit devenir un homme. Oui. Et juste pour parler d'Aline Murat, combien elle a dû se battre en tant que femme pour s'imposer en politique? Ça a été un combat difficile, mais la résistance, la résilience est importante, oui. J'ai eu un parcours assez atypique, mais il y a certains qui disent « Ah, un coup, il était là-bas, un coup, il était de l'autre côté ». Moi, je pars du principe qu'une femme, elle n'a pas de... Que ce soit du côté A ou du côté B, je suis restée intègre. Je suis restée celle qui a essayé de faire passer des idées, à faire promouvoir des valeurs. Mal a essayé de faire bien et m'y regrette pas. Il y a eu des moments où mal a été au contact des ogres, au contact de certains hommes politiques, d'un homme politique qui n'a pas voulu forcément comprendre les choses. Et c'est vrai que, comme dit Créole, coup de sabouc dans le dos, il fait mal. Mais j'ai tenu. Et surtout, c'est là qu'on voit tous les coups durs, les manipulations, les mots durs dans la presse, etc. Mais nous les debout. Et aujourd'hui, avec l'expérience, l'expertise, le recul, le détachement, la sagesse, m'y invite toutes les femmes à continuer à être présentes, mais aime bien l'expression d'un bonhomme qui dit, d'un monsieur qui travaille aussi pour La Réunion, dans l'agora politique. Mais il aime bien ce causement-là. Il faut nous les dedans, il faut nous affirmer à nous. Et surtout, quand il y a un coup de bois, là, les vrais, il y a des moments, il m'est arrivé aussi de dire, comment m'y fait? Donc, on dit, allez, mis à regarder là-bas,
Non, il faut rester dans sa ligne, il faut rester fidèle à soi-même et surtout tenir. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et on voit à quel point parfois, quand on est une femme, être en politique face à des hommes qui croient qu'ils détiennent le devenir du monde, c'est pas facile de les faire évoluer. Quand la femme apporte sa part au projet, on ne l'accepte pas forcément facilement, surtout. Ben, on n'accepte pas parce qu'encore une fois, ces hommes politiques, ces personnalités-là, ils sont dans leur ego. Un ego tellement surdimensionné, mais surtout, ils ont la peur. Oui, ils ont peur de nous. Ils ont peur quand on dit la vérité. Et ce que moi, je regrette, c'est quand ils interviennent avec des armes que nous, on n'a pas. Et c'est là que, justement, certaines femmes craquent. Moi, en tout cas, je salue les femmes politiques, Marès La Réunion, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Il y en a une femme à la région, il y a une femme à la mairie de Saint-Denis. Et ça, c'est des femmes qui ont lutté. Et je les invite aussi à nous accompagner les femmes qui essayent, les femmes qui combattent, les femmes qui résistent, parce qu'il y en a un tas de femmes qui attendent. Et c'est justement ces femmes-là qui doivent donner la force, donner la place pour que le monde change. On dit que demain, le monde changera avec les femmes. Et ça, j'y tiens. Aujourd'hui, j'ai compris. Si on regarde en Europe, il y a eu Angela Merkel, il y a la présidente de l'Europe. Exactement. Von der Leyen. Les femmes, peu à peu, sortent un petit peu. Il y a Meloni en Italie, qui est donc la première ministre. Les femmes prennent leur place, on voit, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on a toujours tendance à caricaturer, à rabaisser, à réduire, à regarder ce qui n'a pas marché, plutôt que de voir l'ensemble ou de dire aussi ce qui a été fait et qui a marché. Regardez avec la gauche, avec des femmes comme Ségolène Royal, comme la maire de Lille, la fille de Martine Aubry. Martine Aubry qui était la maire de Lille. Il y a des femmes qui ont... à droite, il y a également... Rachida Dati, qui est revenue aujourd'hui au ministère. Il y a la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les femmes sont vraiment, j'allais dire, présentes aujourd'hui. Et c'est incontournable. Malgré tout, ça fait peur aux hommes. Elles ont toujours été présentes. Et cette peur, et qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on va dire, ah, la femme en assemblée, elle est hystérique, elle parle trop. Ou sinon, on va mettre en avant notre côté féminin. Non, la femme s'affirme aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique, le mouvement féministe qui est de plus en plus présent. On a une femme comme Memona Afidji. Exactement. Qui a été vraiment une journaliste internationale. Qui a fait ses preuves. Et qui a surtout été dans des endroits que beaucoup d'hommes n'iront pas. Elle a vraiment fait son job, et ça, c'est... Pourtant, elle est restée modeste, elle n'a pas fait plus de bruit que ça. Et moi, je trouve que, voilà, on ne rend pas parfois assez hommage à ces femmes qui tracent des routes, quoi. On ne rend pas assez hommage, mais je pense que l'heure a sonné, là. Je crois qu'il y a un véritable réveil des femmes aujourd'hui qui ont pris conscience et que de toute façon, on ne pourra plus nous empêcher de faire. Il y a tout un combat qui a été mené depuis des siècles. Moi, je reste en France. Je trouve, regardez encore, qu'il a fallu attendre des années pour que la femme ait le droit d'ouvrir un compte. 1964, juillet 1964. Vous vous rendez compte? Mais c'était pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce qu'ils voulaient que la femme, et ça, c'est par contre, c'est pervers, ils ont voulu que puisque la femme dépense plus, ils ont autorisé la femme à ouvrir un compte sans le consentement du mari. Ça, c'est terrible. Ouais. Je veux dire, c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir mettre en marge la femme. Et on a oublié qu'on sait réfléchir, on sait parler, on fait des études. Et même l'histoire oublie. Rappelons ces femmes de l'URSS qui ont manifesté après la Première Guerre mondiale pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus de tuerie. Mais ce sont les femmes qui l'ont fait, pas des hommes, que les femmes. Et les femmes ont été souvent dans des combats que les hommes n'ont pas osé faire. Et c'est pour ça que je disais que leur rendre leur place, parce que c'est vrai qu'elles doivent être à leur place. Je fais allusion à deux événements. Dans la colonisation, quand on étudie la colonisation avec les élèves ou la décolonisation, on a tendance à mettre en avant la place des hommes.
juste une petite image sur les femmes de Dahomey qui ont combattu. Juste pour préciser que la Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Exactement. Et ces femmes-là ont été très actives. D'ailleurs, je salue, il y a eu un super film là, que j'invite. Je ne fais pas de la pub, mais un film. Et puis en ce moment, pareil, à la télé, au cinéma, on parle de Bob Marley. Oui. Et c'est intéressant de voir que c'était un homme, effectivement, qui avait une belle cour féminine autour de lui. Mais quelle est celle qui l'a accompagnée? D'ailleurs, il a écrit des chansons pour elle. Hein. Rita. Rita, c'est la femme qui a été aux côtés. C'est la femme qui a porté cet homme. Alors, les hommes reconnaissent que nous avons cette force, cette capacité d'accompagner, de faire, comme Jacques Chirac a dit, ma femme est un homme politique. Mais alors, qu'est-ce qui... J'invite les femmes aujourd'hui, et j'invite également les hommes à dire, faites-nous confiance. Mais on n'a plus besoin d'eux. Hein. Nous prenons les rênes aujourd'hui. Et je me permets aussi, je suis aujourd'hui une maman fière, puisque ma fille a eu un concours en externe ensuite. En plus, ça fait très longtemps, plus de 20 ans, qu'aucune Réunionnaise. Donc ça montre que là, la femme réunionnaise s'affirme. Elle est diplômée aujourd'hui d'un concours en externe, administratrice territoriale. Et j'invite justement les femmes réunionnaises, les jeunes réunionnais aussi, à s'investir pour que les femmes puissent prendre leur place dans ce monde. Et la question est-ce qu'une femme peut s'affirmer et être une femme pour un ou une partenaire? Parce que c'est ça aussi qui pose un problème. Parfois, quand on vit une relation, la personne avec qui on est n'est pas forcément dans le même mouvement, dans la même démarche. Et parfois, il se sent ou elle se sent diminuée, rabaissée par rapport à la personne qui, elle a décidé d'avancer, de nettoyer le terrain, d'aller le plus loin possible. Il faut penser aussi à la relation que doit avoir un être humain avec un autre être humain. Moi, je vais être claire. La femme qui se trouve à côté d'un partenaire qui ne la comprend pas, qui ne la suit pas, qui ne voit pas en elle cette volonté de vouloir faire pour les autres, comme les hommes, on a le courage de partir. Si on est mal accompagné, on ne peut pas avancer. Et ça aussi, c'est bizarre, parce que quand l'homme de l'autre côté, lui, c'est facile, il ne s'entend pas, il s'en va, voilà, on ne dit rien. Mais quand c'est une femme qui ose dire « je ne reste plus parce que tu ne m'accompagnes plus, parce que tu ne me comprends pas », là, on va nous juger. Mais ça doit s'arrêter aussi. Si on ne s'entend plus, on n'a plus de valeur à partager en commun, pourquoi je resterai? Pourquoi je resterai? Puisque mon bonheur, c'est aussi être bien avec le partenaire. Si je ne partage plus ce bonheur, s'il ne me comprend pas, alors nous avons suffisamment de force à l'intérieur de nous et des lois aujourd'hui, enfin, qui nous protègent aussi pour partir. Donc il faut claquer la porte et avoir le courage, comme Bonne Marron l'a fait à l'époque, m'y reste pas sur le littoral parce qu'il brime mon liberté, alors m'y brave, m'y ça va dans la montagne pour vivre correctement. Au nom de quoi? Au nom de la liberté. Nous sommes libres, les femmes. Et au nom de cette liberté, quand on parle de marronnage, beaucoup ont construit après Mafat, Silaos. Il y a eu, je veux dire, c'est parce qu'il y en a qui ont eu le courage d'aller jusque là-bas, qu'on a créé des communautés de vie. Et ça montre aussi que parfois, ce courage de partir, c'est aussi le signe que demain, ailleurs, il y aura un autre endroit de vie. Et la Réunion a été un exemple en la matière. Le marronnage, pour moi, c'est l'histoire, mais c'est une philosophie. C'est dans le marronnage, justement, qu'on retrouve toute la force du Réunionnais. On se remet à leur place. Ils débarquent dans une île qu'ils ne connaissent pas, hommes comme femmes, femmes comme hommes, qui osent braver un système qui, à l'époque, était fort. Mais ils le bravent, pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont courageux, ils s'aiment eux-mêmes et ils vont aller chercher la paix, le bonheur, la liberté ailleurs. Et ça, c'est ça, les Réunionnais, on doit être fiers de nous. Parce que les Marrons sont les premiers hommes politiques réunionnais. Oser dire non à un système qui fait mal à l'homme. L'esclavage. Et c'est important aussi parce que quand on dit non à quelque chose, c'est que ça amène
la création de quelque chose de neuf, de nouveau. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que, en ce sens, les premiers Réunionnais ont été vraiment des précurseurs à la matière. Ah oui, Ordo Apkao, après la destruction de quelque chose qui n'est pas bien, on se met à reconstruire autre chose. Et ça, cette histoire, j'y tiens, de par mon métier, je suis enfin content que nous peut cause créole dans la classe sans problème, cause de plus en plus l'histoire du monde. C'est important de s'ouvrir au monde, mais surtout parler de l'histoire de notre pays. Et quand on explique aux élèves ce que c'est le marronnage, ça fait tilt dans leur tête. Ils disent, ah, ben c'est ça, madame. Il dit, oui, c'est un homme qui a compris que je pars pour vivre meilleur, pour aller chercher le bien-être. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est une posture que je pense qui va aussi prendre un peu plus d'ampleur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté leur vie, même si c'était pas bien. Et si ça va pas mieux, comme vient de dire Aline Murin, partir, c'est mieux vivre, je pense. Partir, c'est mieux vivre. S'affirmer, c'est aussi reconnaître ce qu'on est capable de faire, et ça brise la peur. C'est ça aussi une des choses qui fait mal à nous à La Réunion. Et là, m'y salue deux auteurs réunionnais, Mazaka, Monsieur Mazaka, et également Paul excusez-moi, Paul Mazaka, autant pour moi, et José Marcarty pour leur ouvrage dans lequel ils disent à nous, arrête la peur. Être ou ne pas être. C'est le titre de leur ouvrage. Salut Azote. Merci Aline Murin. Non, Aline Murin. Aline Murin. Voilà. Comme quoi les habitudes restent parfois. Merci Aline Murin pour cet échange. On aura sans doute l'occasion d'aborder d'autres sujets en la matière et de prendre rendez-vous sur des sujets un peu plus, j'allais dire, peut-être un peu plus forts aussi, parce que je pense qu'en tant que professeur d'histoire, il y a des choses que ce serait bien qu'on puisse transmettre. Avec plaisir. La transmission, c'est faire ce que nos bonnes ancêtres l'ont fait, l'a transmis à nous des choses. Ça, il ne doit pas perdre. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.